Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus à la 13e édition de la Foire du Livre Politique. Alors, cette édition, elle était initialement prévue les 20 et 21 novembre 2020. Avec la pandémie et toutes les complications que cela implique, nous avons d'abord tenté de reporter l'événement sur site, car la Foire du livre politique, c'est des livres politiques, mais c'est surtout des livres papier, pas uniquement, mais essentiellement. Donc, ce sont des livres à vendre, des livres à toucher, des livres à découvrir, ce sont des auteurs avec qui on peut discuter, etc. Tout ça a dû être suspendu pour des raisons de Covid, mais nous avons décidé de sauver ce qu'on pouvait sauver. Et nous avions notamment, avant de reporter la foire prévue l'année passée, déjà bien avancé à la fois sur un programme avec des auteurs, des ouvrages, des éditeurs, mais également le prix du livre politique que nous remettons chaque année. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, ce vendredi 21 mai, pour une journée-soirée, foire du livre politique exclusivement en ligne, avec un nombre de débats un peu plus limité. Et à partir de 18h30 jusqu'à 20h, une séquence live sur Facebook où nous remettrons le prix du livre politique, mais nous allons aussi découvrir et instituer un nouveau prix, le coup de cœur littérature jeunesse des territoires de la mémoire. Enfin, nous aurons l'occasion aussi de découvrir des acteurs qui lancent un festival du film politique à Liège qui sera adossé à la foire du livre politique, ce qui est tout à fait logique. Nous le découvrirons fin de journée. Il y a ensuite un dernier débat porté par Politique Revue de Débat à 20h. Tout cela sur lafoiredulivre.net ou sur la citémiroir.be. Les programmes sont en ligne. Alors, qui dit foire en ligne dit aspect technique nouveau. Il y a évidemment, comme toujours dans cette salle à la Cité Miroir, la régie traditionnelle qui s'occupe des sons et lumières. Avec une nouveauté, c'est un dispositif de caméra assez sophistiqué qui permet de reproduire une ambiance de plateau de télévision. Et dans le chef de la Foire du livre politique, un appui particulier pour gérer le webinaire de Zoom, les panélistes, etc. On est donc parce que nous sommes pas pour ce débat-ci, mais pour d'autres débats, parfois dans une ambiance mixte où nous avons des invités sur site et des invités en ligne. Juste préciser au porteur de débat, l'éditeur Now, Future Now, maintenant, qui va commencer son débat, qu'il est bon de rappeler, et je le dis une première fois, aux personnes qui nous suivent qu'ils peuvent réagir via le chat, poser des questions, faire des commentaires, faire des remarques. Et dans 3/4 d'heure, je les invite à conserver 10-15 minutes pour échanger avec le public. Ces questions seront transmises au fur et à mesure sur la tablette qui est à côté de vous. Vous pourrez en prendre connaissance. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vais vous donner la parole pour présenter à la fois vos invités, le livre que vous allez présenter votre structure, mais aussi présenter l'ouvrage que vous souhaitez mettre en valeur. Merci pour votre présence et bon débat. Merci à vous. Merci. Je suis Patrick Bartholomé, le responsable éditorial des éditions Now Future. Now comme maintenant, parce que le futur, c'est maintenant, et que notre maison d'édition s'intéresse principalement à des questions de société. Elle fait partie du groupe d'entreprise de Laurent Minguet, l'entrepreneur liégeois bien connu. Notre invité aujourd'hui est Maurice Demoulin, qu'on ne présente plus, mais qui néanmoins vous sera présenté en long et en large par mon collègue Nicolas Kemax, parce que la mémoire du public est fragile, parce que les générations se succèdent et que des personnes qui ont joué un grand rôle dans un passé récent deviennent parfois une figure un peu dans le brouillard qu'il convient de remettre un peu en lumière. Alors Maurice Demoulin est un de nos auteurs. Il a écrit chez nous de Tragiques amitiés, qui est un livre éminemment politique et éminemment sentimental, assez curieusement. C'est un objet littéraire un peu spécial. Ce ne sera pas l'objet principal de la conférence de ce soir, mais c'est quelque chose qui est sous-jacent dans le parcours et dans les convictions de notre auteur. Donc, je passe la parole à Nicolas Kemax. Donc, notre intervenant du jour, M. Maurice Demoulin, vous êtes un observateur infatigable du fait politique et social. De vos débuts de jeune militant à votre rencontre avec André Coles, jusqu'à votre accession à des postes de responsabilité, et enfin à votre retrait de la vie civile et active, vous n'avez jamais cessé d'être un observateur critique, un analyste éclairé de la politique belge et un gestionnaire rigoureux. 3 qualités qui vous ont valu plus d'un retour de balancier,
Votre liberté de parole n'a pas été affectée et elle est à présent plus grande que jamais. C'est au cours des années 70 que vous vous affiliez à la Fédération liégeoise du Parti socialiste. Vous intégrez progressivement diverses organisations. Vous collaborez à plusieurs revues et publications pour devenir un porte-plume militant. Animé par des idéaux de progrès et de justice, vous vous documentez abondamment sur le récit social et politique de la Wallonie industrielle. Héritier idéologique des figures tutélaires du socialisme comme Jaurès, Blum ou Mendes France, vous affinez votre éducation politique en lisant Gramsci, mais aussi Chevènement ou Rocard. Vous vous intéressez également aux avant-gardes avec la réalisation d'un ouvrage dédié au socialisme autogestionnaire, inspiré de l'affaire de Lippe de 1973, du nom d'une usine horlogère de Besançon, dont les ouvriers grévistes expérimentent l'autogestion. Au cours des années 80, vous continuez votre ascension politique avec pour camarades les illustres figures du socialisme belge, vos amis André Cols et Philippe Moureau, mais aussi Guy Spitals, Alain Van der Biest, Jean-Maurice Dehousse, Willy Claes et tant d'autres. Vous endossez différentes responsabilités politiques de haut rang, secrétaire politique de la Fédération liégeoise du Parti socialiste, conseiller communal et échevin de Grasselogne, conseiller provincial, vous êtes au cœur de toutes les négociations, décisions et tensions qui émaillent la vie politique du pays de Liège et au-delà. En parallèle de vos missions politiques, vous avez été également actif dans l'enseignement, endossant successivement les métiers de professeur de l'enseignement secondaire, puis de l'enseignement supérieur, mais également directeur de hautes écoles de la ville de Liège. Enfin, Maurice Demolin, vous êtes avant tout un homme de livres. Outre vos activités dans l'édition et vos nombreuses publications contribuant à dessiner les principales lignes idéologiques du parti, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, comme Avec André Cols au cœur du PS liégeois, publié en 2000, ou encore dernièrement, comme nous venons de le dire, de Tragiques amitiés, publié en 2002, récits dans lesquels vous témoignez d'un demi-siècle de la vie politique du Parti socialiste. Parmi les centaines de personnalités mentionnées qui ont fait l'actualité de la vie politique belge, wallonne, liégeoise, depuis les années 70, certains sont égratignés sévèrement, d'autres sont traités avec plus ou moins d'indulgence. Vous évoquez sans relâche les divisions et luttes d'ego qui ont dévoyé le projet socialiste et trahi l'idéal politique du parti. Vous n'avez jamais cessé depuis d'observer avec attention l'actualité politique, n'hésitant pas à commenter avec franchise et lucidité les défaillances de la représentation politique, tant locale que nationale. C'est à ce titre que nous vous invitons à débattre aujourd'hui de la question « Quel parti politique pour demain ?» À l'heure du délitement des partis traditionnels, de la montée des populismes et des radicalismes, votre avis sera sans doute fort éclairant sur l'avenir de la représentation politique. Merci. Je vous cède la parole. Merci pour cette présentation élogieuse. Je dirais que pour aborder le sujet, je reste malgré tout un amateur. Je ne suis pas un professionnel. Hein. Et j'ai envie de commencer et de remonter un peu dans le passé, à la mort d'André Cols, justement, c'est-à-dire en 1991, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais secrétaire politique de la Fédération liégeoise, qui était la plus importante et qui l'est toujours du reste. J'avais à l'époque plus de 30 000 adhérents. Aujourd'hui, en criant fort, il en reste 10 000. On peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a sans doute des circonstances tout à fait particulières et propres à la région liégeoise. Mais il y a surtout, me semble-t-il, un problème structurel qui est valable pour la plupart des partis belges et la plupart des partis dans l'Europe occidentale. C'est important de le dire parce qu'il y a cette défection, et cette défection du militantisme, évidemment, pèse considérablement sur notre vie politique. Songez à ce qui se passe, le SPD en Allemagne, songez à l'Italie, bien entendu, qui a connu des remous politiques considérables, songez à l'Espagne, hein, où Podemos, sur la lancée, évidemment, du livre d'Essel, qui avait connu d'ailleurs un très grand succès à l'époque, Los Indignados, hein, et Podemos est en train de se déliter complètement, d'autant qu'Iglesias a jeté manifestement. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, en Belgique,
il est très clair que le problème se pose sur différents partis. Et soit dit en passant, le changement de cycle pour les partis est toujours révélateur. Je songe au PSC qui est devenu CDH, je songe au PLP ou PRL qui est devenu MR. Et dernièrement, d'ailleurs, le SP qui est devenu Vorreut. Je sais bien que dans ce cas-là, il y a une sorte de connotation au passé, mais c'est toujours révélateur, me semble-t-il, d'une mutation au sein du parti, laquelle, ça, je laisse le soin à d'autres de l'expliquer. Soit dit en passant, ces partis-là, dans leur délitement, ça suscite évidemment la naissance, aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Europe occidentale, de partis populistes, qu'ils soient de droite et parfois de gauche. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est au niveau du constat. On pourrait aller bien au-delà, mais il est intéressant de s'interroger, si on veut trouver une solution pour l'avenir, sur les causes, en définitive. Et les causes sont extrêmement nombreuses. Et de ce point de vue-là, je m'inspire un peu de Jacques Julliard, qui a étudié justement ces problèmes-là. Peut-être rappeler qui est Jacques Julliard, Jacques Julliard, c'est un professeur d'université qui a écrit dans le Nouvel Observateur, qui a maintenant une rubrique régulière dans le Figaro, et qui est considéré comme une sorte de doctrinaire, en quelque sorte, et d'historien du socialisme en France. Soit dit en passant, j'ai oublié la France dans ma présentation du constat. La France, c'est absolument... Il n'y a plus de parti socialiste, pratiquement. Et quand on pense à ce qu'était le Parti communiste il y a 30 ou 40 ans, tout à fait, qui a carrément disparu de l'horizon. Tout à fait. Et puis, n'oubliez pas que le Parti socialiste en France a eu la majorité à un certain moment. Mais c'est un cas d'espèce, la France, parce que c'est un régime présidentiel qui n'est pas comparable à la Belgique, soit dit en passant, où nous connaissons la proportionnelle. Il y a ça, et il y a la droite qui est en train de se déliter complètement, d'imploser très précisément en France. Bon, Julliard... Plus l'abstention en France, qui est énorme. En outre, oui, assurément. Il est normal qu'il soit posé la question. Et que dit-il, tout simplement, dans ce cas-là? Bien, il dit, il y a tout d'abord, et c'est vrai chez nous aussi, une crise du catholicisme et des milieux conservateurs, des milieux traditionnels. Ça, on le constate. Soit dit en passant, si à nos assemblées, dans nos sections, il n'y a plus beaucoup de participation, c'est vrai aussi pour la messe, tout simplement. Or, il s'agissait du ciment, en l'occurrence, entre les militants. Il en reste, heureusement pour eux. Alors, le libéralisme politique et républicain, il emploie républicain, mais enfin, on peut le retenir pour nous aussi, c'est aussi, me semble-t-il, une forme de bourgeoisie libérale qui était attachée à la démocratie, qui elle aussi se délite, et très curieusement, au profit de la petite bourgeoisie qui se révolte, et ça donne les gilets jaunes avec tous les excès, racisme, antisémitisme, anomie. Nous avons connu ça. Il y a toujours eu cette sorte de jacqueries qui sont, à certains moments, extrêmement périlleuses. Bon. En plus, en lecteur de Gramsci, je sais très bien que lorsque la petite bourgeoisie commence à singer les classes populaires et la classe ouvrière, eh bien, c'est le début d'une forme de fascisme. Il y a cet aspect-là des choses. Ensuite, la crise du socialisme. Crise du socialisme, il y a le stalinisme, bien entendu. Il y a le libéral-socialisme. Il y a le gauchisme aussi, islamo-gauchisme aussi, qui pèse considérablement et qui explique les dissensions profondes qui existent au sein du mouvement socialiste. Et j'ajouterais personnellement qu'au sein de la social-démocratie, il y a toujours eu un problème. D'une part, à certains moments, elle ne se présente pas comme telle, elle parle de socialisme, et dans les discours, c'est la révolution tous les jours. Dans la pratique, évidemment, c'est la social-démocratie. J'ai été ainsi très étonné, j'ai été dans la représentation officielle au congrès de Metz en 1979 du Parti socialiste français. C'était la grande époque du Parti socialiste.
français. Les discours, je dois dire, m'avaient considérablement étonné, parce que c'était vraiment la rupture, c'était vraiment la révolution. Et je me suis dit, à l'époque, et je l'ai confié à d'autres du reste, ça ne tiendra pas le coup, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont rencontrer toutes les contraintes extérieures, intérieures, étrangères. Il n'y a rien à faire, et pour parler familièrement, ils vont se casser la gueule. Ça s'est plus ou moins produit, puisque avant le grand virage, évidemment, de 1983. Il y a d'autres causes, bien entendu, de cette... Il y a l'évolution sociétale. L'évolution sociétale, c'est-à-dire, manifestement, le développement de l'individualisme, aux dépens inévitablement de l'effort collectif ou des mentalités collectives. Oui. Est-ce que la mentalité collective n'était pas aussi une caractéristique du monde ouvrier qui lui aussi a plus ou moins disparu, en tout cas, j'allais y venir. Il y a aussi le fait que la société a considérablement changé. C'est-à-dire, si on reprend la distinction de Colin Clark, si je ne m'abuse, le primaire, les agriculteurs, le secondaire, c'est-à-dire le monde ouvrier, s'est réduit comme une peau de chagrin au profit du tertiaire, évidemment, c'est-à-dire le commerce, l'administration, etc. Bon, tout ça, évidemment, cette mutation a nécessairement une influence sur les partis. Il est certain qu'un parti socialiste a perdu une partie de sa base quand on a considéré que le monde ouvrier se réduisait de plus en plus. Et soit en passant, dans certains pays, le monde agricole aussi. Il y a cet aspect-là des choses, et puis il y a le rôle des médias. Je crois que c'est Bourdieu qui disait que l'usage multiple du fait divers offre en définitive une diversion. C'est ça, ça offre une diversion, bien entendu, mais ça calque en quelque sorte, dans sa structure, l'exposé des faits criminels et l'exposé des faits politiques sur base de l'exposé des faits criminels. Il y a cet aspect des choses, mais il y a aussi modification constante. Moi, je suis très étonné. Il est venu un temps où on avait la relation des débats parlementaires. J'ai été pendant plus de 15 ans conseiller provincial. Si je me souviens bien, c'est peut-être à 2 ou 3 reprises qu'on a évoqué les décisions du conseil provincial. Pas plus. Et très peu les débats. Dans les médias, vous voulez dire? C'est les médias, c'est les journaux, c'est les médias. En plus, il y a la télévision qui joue un rôle majeur, manifestement, et qui aide, en définitive, à opérer un choix, non pas à travers un programme ou des idées, mais à travers l'impression physique que donne un homme ou une femme politique. Et ça me paraît extrêmement périlleux, mais comment lutter contre ça? C'est l'évolution inévitable de la société. Bourdieu, j'en ai parlé. Voilà ce que je voulais dire, en gros, en ce qui concerne les causes, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres. L'évolution des partis eux-mêmes. À l'époque, les partis, il y a la fameuse, j'imagine que Jérôme Jamin connaît bien ça, la distinction que faisait Maurice Duverger entre les partis. Donc, il y avait le parti de cadre, c'était du genre le parti libéral du 19e siècle, mais le parti catholique aussi, et puis les partis de masse, et ça c'était le POB, puis le PSB. Mais tout ça se mélange un peu maintenant, manifestement. Et ça, c'est une autre évolution. Je voulais vous demander si, à votre avis, l'accumulation des affaires et des scandales qui ont émaillé les 20 ou 30 dernières années de la politique belge ont pu contribuer à une désaffection ou un désintéressement du public ou un manque d'adhésion, de confiance, etc. Oui, ça vient renforcer, je crois que ça vient essentiellement renforcer un avis qu'on a sur les partis politiques. De manière générale, la principale critique des partis politiques, c'est qu'ils ne sont pas démocratiques, qu'il y a une sorte de défaut démocratique. Et des études très sérieuses ont montré d'ailleurs que c'était en parallèle avec les critiques de la démocratie, mais avec une intensité et une proportion beaucoup plus importante. Et il va sans dire que ce qu'on appelle les affaires
les brebis galeuses, en quelque sorte, renforcent évidemment cette critique, cette méfiance vis-à-vis des partis politiques, on qualifie ça de particratie, mais j'attire votre attention sur le fait que particratie, c'est surtout la droite qui critique le rôle des partis, dans ce cas-là, la puissance des partis. C'est rarement de la gauche, ça vient rarement de la gauche. Donc ça, je voulais y insister. Et j'ai une anecdote personnelle à propos de l'affaire Publifine, et là je parle du Parti socialiste. Il y a eu une réunion évidemment extrêmement dramatique, et on m'avait d'ailleurs téléphoné pour me demander d'y participer, de l'Assemblée fédérale. Là, l'Assemblée fédérale, il y avait au moins 500 personnes dans la salle. J'ai pris la parole, on m'avait demandé de prendre la parole, j'ai pris la parole, en dénonçant évidemment la turpitude de certains, mais en termes mesurés. Je voulais le faire en termes mesurés et en demandant la démission des instances. Écoutez, je n'ai jamais connu un tel succès à l'Assemblée fédérale. J'ai été très longuement applaudi. Et je me suis dit, tout compte fait, ça signifie que les militants aspirent à autre chose. Ils aspirent véritablement à autre chose. Et j'en ai eu évidemment leur tour, puisque les candidats à la présidence, après la démission, ont tous voulu me rencontrer, à l'exception de Appert, mais il a démissionné entre-temps. Bon, de sa candidature. Mais il y a cet aspect-là des choses. Et puis, moi qui avait dépassé l'âge de 75 ans, on m'a demandé d'aller faire rapport dans l'une ou l'autre USC, ce qui est quand même, soit dit en passant, très paradoxal. Mais non, ce n'est pas paradoxal. C'était une sorte de nostalgie, une demande supplémentaire qui n'avait pas été satisfaite jusque-là. Je ne sais pas si elle le sera à l'avenir, mais je n'entends pas évidemment jouer un rôle. Je suis maintenant, je suis retraité de la politique aussi, que ce soit clair, même si je m'y intéresse toujours. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne l'évolution. Il y a d'autres choses sur quoi on pourrait insister. On pourrait évidemment aussi, il y a les régimes présidentiels, la proportionnelle, le bipartisme, tout ça fait qu'il y a à certains moments des colorations un peu particulières dans les différents pays. Bon, et il y a évidemment des faits tout à fait singuliers. Bon, mais on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, du moins je le crois. Mais peut-être que le public aurait des questions à poser ou des observations à faire sur cet aspect de l'évolution des partis ou des causes de la désaffectation pour les partis politiques. Donc, je vous rappelle qu'en bas de votre écran, une petite fenêtre vous permet de poser des questions qui apparaissent ici et que je ne manquerai pas de répertorier. Voilà, et de manière générale, c'est la différence entre les discours et les pratiques. Moi qui ai fait de la politique active à peu près à tous les niveaux, j'ai toujours été étonné du double langage en quelque sorte. Et c'est vrai surtout de la social-démocratie, ça. Enfin, j'imagine, puisque je n'ai pas fréquenté les autres partis, mais certainement que ça se procède de la même envie dans les autres partis. C'est, en définitive, il y a la réalité qu'on aborde et qu'on ne présente jamais ou très peu comme telle aux citoyens. D'où, lorsqu'on prend des décisions, évidemment, une profonde déception à certains moments. Et ça aussi, c'est un aspect qui jette le discrédit sur le parti. Mais surtout, la volonté, que je dis encore une fois, d'une démocratie interne. Et quand je considère le Parti socialiste, que j'ai bien connu, qui est PSB à l'époque, je m'aperçois qu'il y a une évolution considérable au niveau des pratiques. Pas tellement des statuts, mais au niveau des pratiques. Il est venu un temps où le congrès de participation ou non, ou congrès doctrinal ou non, on votait. On se battait pour être délégué au congrès. Maintenant, on accepte tout le monde au congrès. On ne vote plus, ou on fait semblant de voter. Le congrès est devenu en quelque sorte un spectacle, et uniquement un spectacle. On s'arrange, soit dit en passant, pour louer une salle, qui la plupart du temps est une salle trop petite par rapport au nombre de participants, pour donner l'impression, évidemment, de l'affluence.
C'est une sorte de liturgie Oui, tout ou à un fait. discours d'accompagnement. Tout à fait. C'est la grand-messe. C'est la grand-messe. Or, il est venu un temps où il y avait une autre dans les statuts, il y avait ce qu'on appelait le Conseil général. Et le Conseil général intervenait avec les membres des différents comités fédéraux, donc les vrais militants de toute la Wallonie et de Bruxelles. Et là, c'était pour aborder des problèmes extrêmement importants qu'on n'avait pas le temps de régler en convoquant un congrès. C'est ainsi qu'un des derniers très importants, c'est celui qui concernait les missiles. Et c'était l'époque où Henri Simonet était toujours, d'ailleurs, socialiste. Bon, simplement. Mais avec Spitals, déjà, voilà quelque chose qui a disparu. En plus, sur le plan de la fédération, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais sur le plan de la fédération liégeoise, il y a eu, et ça, je l'évoque dans mon récent livre, un changement considérable. Vous savez, avant, comment dirigeait-on la fédération? Il y avait tout d'abord les délégués des sections à ce qu'on appelait l'Assemblée fédérale, qui votaient pour un comité fédéral, et ce comité fédéral votait pour un exécutif, mais selon certaines règles. Et dans les règles notamment, il y avait celle-ci, à l'exécutif, il devait y avoir plus de simple, si j'ose dire, il devait y avoir en tout cas une minorité de parlementaires, une majorité d'autres, bien entendu, une minorité de parlementaires. Le président ne pouvait pas être un parlementaire. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un président qui est ministre, en plus, parlementaire et ministre. Bon. Pourquoi? Parce qu'on organisait, en quelque sorte, le contre-pouvoir et la critique. On pouvait critiquer. Je sais bien que lorsqu'on avait affaire à une personnalité comme André Coles, critiquer, c'était à certains moments difficile, parce qu'on recevait évidemment le choc en retour, mais il était correct, il était honnête, il acceptait la critique, même si, à certains moments, il s'exprimait avec beaucoup de fougue et parfois avec brutalité, pour dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, tout ça, on n'a plus, parce que Philippe Busquin, voyant tous les problèmes qu'il y avait eu à la Fédération liégeoise, a dit on fait entrer tous les parlementaires, les députés permanents à l'époque. Résultat, on s'est trouvé avec 50, 60 personnes à l'exécutif, et ce qui est naturel, s'en est dégagé ce qu'on a appelé le groupe des 5, qui, eux, décidaient. Avec la conséquence suivante, c'est que l'exécutif ne décidait plus rien et que le comité fédéral lui-même était une sorte de réunion croupion, c'est bien simple, les parlementaires n'y participent même plus. Alors, l'Assemblée fédérale, vous savez, la dernière Assemblée fédérale que j'ai organisée, il est vrai qu'on votait, il y avait 706 participants, 706. Maintenant, lorsqu'il y a une Assemblée fédérale, il y en a parfois moins de 100. Moins de 100, C'est révélateur aussi d'une désaffection. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus, sauf des cas exceptionnels dans le cas de Publifin, il n'y a plus de véritables enjeux. Mobilisateur, quoi. Oui, ça. Ce n'est plus mobilisateur. En effet. Voilà, vous avez fait le constat un tout petit peu de la désaffection du politique. À votre avis, comment voyez-vous l'avenir et quelles pourraient être les pistes réjouissantes, je dirais, par rapport au discrédit politique pour la représentation, selon vous? Bon, il y a la vertu exemplaire des parlementaires, des mandataires, plus de manière générale. Et ça doit jouer un rôle, inévitablement. Je n'ai pas de recette. Mais je constate que certains croient en avoir. J'ai notamment une tribune libre qui est tirée de la Libre Belgique. Quel parti politique dans la Belgique de demain? Ça m'apparaît extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux ce qu'on propose. Le tirage au sort, par exemple. Oui, de façon, il ajoute l'auteur, et c'est un académicien belgique. Il faudrait que ce soit une représentation un peu conforme, un bon échantillon de la population. Oui, d'accord. Mais on semble oublier aussi, et c'est un des éléments de désaffection aussi des militants, c'est que c'est devenu extrêmement complexe maintenant, la vie politique. Avant, c'était beaucoup plus simple. On se battait pour les 8 heures, on se battait pour le vote en faveur des femmes ou en faveur.
Ça, c'était simple, c'était un combat simple. En quoi est-ce que les enjeux actuels vous semblent plus compliqués que les Parce combats que historiques? techniquement, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Voyez ce qui se passe pour la COVID, pardon. Hein? Voyez ce qui passe pour la COVID. Bon, on a des avis évidemment distincts selon les experts. En plus, les hommes politiques qui doivent décider, hein, ont eux aussi des avis différents à certains moments. Et ça crée une sorte de confusion au sein de la population. Ici ajoute peut-être en plus une couche de complexité avec le pouvoir européen. Oui, les internautes posent la tout à question de fait. savoir est-ce que le déclin des partis n'est pas lié au fait que le pouvoir est de plus en plus dans les mains de l'Union européenne. On l'a vu aussi pour le Covid, l'Europe est intervenue à différents niveaux pour autoriser ou interdire des choses. Sur les questions environnementales, 80% des réglementations nationales sont issues de directives maintenant. Donc, Oui, le oui, débat a lieu à un échelon supérieur. Le fait est que le pouvoir, bon, est très largement partagé maintenant avec les institutions européennes. Ça, il faut bien. Et il faut dire aussi que de manière générale, la population ne comprend pas bien ce qui s'y passe et elle considère ce gros machin, bon, en définitive, comme quelque chose qui n'est pas nécessairement démocratique. Et ça rejaillit sur les partis, inévitablement, sur la notion de démocratie à l'intérieur des pays Jette le membres. discrédit sur le politique. Et sur les partis. Ce discrédit rejaillit, en effet. Où nous étions? Je ne sais pas, on s'interrogeait sur le déficit démocratique, Patrick. On a encore une demi-heure, donc oui, on a tout notre temps. Donc oui, alors j'en viens, oui, voilà où j'en étais. C'était à mon, et je le prends d'ailleurs, l'article qui est apparu dans la Livre Belgique. Je vais vous dire ce que le monsieur prévoit. Hein, Donc, c'est une personne qui propose des solutions pour oui, donc remplacer... le titre de l'article est le suivant: débat, riposte, quel parti politique dans la Belgique de demain? Bon, il souhaite que les partis politiques prennent une forme, et ça c'est évidemment, deviennent des ASBL. Des ASBL. Oui, des associations de droit. Hein, droit. Bon, ça je veux bien l'admettre parce que j'ai personnellement plaidé pour qu'on devienne ASBL. Parce que comme ça, il y avait un contrôle qui était automatique et qui pouvait se faire. Et il y avait la contrainte, évidemment. Actuellement, les partis n'ont aucune forme juridique, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut comprendre dans une certaine mesure, parce que ça représente une certaine forme de liberté, c'est un manque de contrôle. Mais alors, voilà ce qu'il propose. L'implication de simples citoyens tirés au sort avec un système permettant une juste représentation de la diversité de la société. Il faudrait qu'ils pondent évidemment ce système. Et ça me laisse rêveur. Mais il faut savoir aussi qui serait chargé de donner des indications, des propositions aux représentants politiques chargés des décisions. Mais c'est le monde à l'envers, ça. Hein. C'est-à-dire, ce sont les amateurs qui, en définitive, donnent aux professionnels, disent ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas ça qu'ils Oui, mais faire. ça n'a pas été un reproche du politique, les formes de technocratie déconnectées, et justement, ce serait une manière… Oui, mais justement, ce qu'ils proposent, c'est de créer cette forme de technocratie, c'est-à-dire de les mettre au courant, ces citoyens. Comment, selon quelle modalité, ça me paraît extrêmement compliqué. Mais il y a surtout quelque chose de beaucoup plus contestable. Il faut que je retrouve que les partis politiques soient l'objet d'une évaluation externe par un organisme indépendant jugeant de leur impact global. Écoutez, à qui est-ce qu'on Sur le papier, c'est relativement encourageant. C'est un peu le prise de l'expertise en tant que métier à part entière. Oui, mais qui va-t-on charger? Qui va-t-on charger? Alors qu'un parti, c'est essentiellement la défense de valeurs. Hein? Donc, écoutez, non, le meilleur juge, me semble-t-il, c'est l'ensemble des militants. Hein? C'est l'ensemble des militants. Donc, on retombe sur l'idée de démocratie interne, inévitablement. Mais ici, si vous voyez McKinsey, par exemple, donner un avis sur les partis politiques, allez, non, c'est rêvé, ça. Hein? C'est tout à fait rêvé. Voilà le genre de choses. Et le tirage au sort, j'entends souvent en parler aussi, et c'est assez contestable. En plus, Julliard disait une chose qui me paraissait très juste. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et maintenant, nous vivons sous l'ère de la doxocratie, c'est-à-dire
la tyrannie de l'opinion. Et cette tyrannie de l'opinion, on la fabrique à travers les sondages d'opinion, évidemment, qui ne sont jamais la photographie d'un sentiment ou d'un avis à un moment donné, avec toute l'importance que ça peut avoir. Et puis alors, on n'a plus besoin d'hommes politiques qui s'écartent, parce que c'est aussi la noblesse de la politique, c'est de pouvoir s'écarter de l'avis de ses mandants en faisant ce qu'on estime être juste. Il y a un exemple évidemment assez exceptionnel qui est celui de Mitterrand et de Badinter pour la suppression de la peine de mort. Et soit dit en passant, ça est bien passé. Ça est bien passé, pourquoi? Parce que je crois qu'en définitive, la valeur la plus importante pour un homme politique, c'est la sincérité. Et ça devrait transparaître dans leur intervention, mais aussi au sein des différents partis. Philippe Moreau, à la mort de ce dernier, qualifiait André Coles et disait « André Coles, c'est la sincérité violente ». Je crois qu'il avait parfaitement raison. Et ce n'est pas justement une valeur plutôt rare, la sincérité, dans une politique qui est devenue du marketing politique? Oui, assurément. Assurément, c'est le règne de la litote, de l'euphémisme, et comme dit un des et du internautes politiquement ici, correct. La course au centre, le Parti socialiste fait la course au centre comme d'autres partis, il n'est plus crédible pour changer le monde. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur? Si, ça m'a... Si. Changer le monde, c'est une fameuse ambition, ça dit en passant. C'était le changer la vie, la phrase de Rimbaud, reprise par le Parti socialiste français, et on a vu ce que ça donnait. Bon, ils ont changé, ils ont fait des tas de choses importantes, me semble-t-il, mais bon, ils n'ont pas changé la vie, ils ont amélioré la vie. Ce qui est également interpellant, c'est que des partis qui naissent par réaction ou par volonté de faire tabula rasa, comme Podemos, finalement vivent les mêmes problèmes. Absolument. Et font long feu. Vous voyez ce qui se passe en France. Macron a été hissé à la présidence par une sorte de mouvement qui est devenu un parti. Un parti qui connaît aussi ses dissensions, ses difficultés. Et c'est inévitable, c'est inévitable. Et il y a un autre exemple que j'aimerais donner. S'il y a 2-3 ans, je vais à un salon du livre, pas politique, un salon du livre. Il y avait là, parmi les auteurs, Daniel Cohn-Bendit. Il était seul, personne n'était auprès de lui, les gens préférant évidemment les romans à la mode. Je me suis approché et j'ai vu qu'il avait écrit un livre sur la fin des partis politiques. La fin des partis politiques. Bon, nous sommes mis à parler, il m'a demandé qui j'étais, je lui ai expliqué. Oui, bon, conversation très intéressante, vous savez. Cohn-Bendit est resté Cohn-Bendit, une forme d'impertinence. Un peu flamboyant. Oui, agréable, d'ailleurs, très agréable. Bon, à côté mauvais garnement, bon, provocateur, mais tout ça, j'aime bien, moi. Tout ça, j'aime bien. Et alors, je lui ai acheté une brochure, la fin du parti politique, en me disant, écoutez, je pousse un peu, mais bon, c'est pour secouer le cocotier. Il venait de créer Europe Écologie, d'ailleurs. Ça a marché, mais maintenant, là aussi, c'est en train de se déliter. Bon, Et alors, il me donne, il signe bon, une dédicace que je ne regarde même pas. Je m'en vais, je le remercie, et bon, il m'en va. Et puis, je me dis, je vais quand même regarder ce qu'il a mis. Et ce qu'il a mis, c'est à Maurice de Molin, « Vive les partis ». Ça, c'est du Cohn-Bendit, en plein. Mais ça signifie qu'il y a quelque chose de vrai derrière ça. Les partis, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est indispensable. Il y a une aspiration, et c'est parfaitement compréhensible, à la démocratie directe. Il y a, à certains moments, et soit dit en passant, ce n'est pas une réussite, une démocratie demi-directe ou semi-directe, comme dirait Jacques Julliard. C'est lorsque on vote pour les primaires,
pour désigner un candidat à la présidence. Soit dit en passant, ça laisse rêveur, hein, les candidats d'un même parti qui devraient avoir le même programme et on doit voter pour un candidat. Mais automatiquement, c'est personnalisation, là, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. En France, en plus, tout le monde peut voter. Hein, pas seulement les adhérents, tout le monde peut voter. Et c'est un leurre. Hein. C'est une catastrophe. Vous voyez le score de Hamon pour le Parti socialiste, un score plus que médiocre. Bon, c'est un échec. En Belgique, on procède de la même manière dans les partis maintenant. Tous les partis. Le fait que tous les partis le fassent, ça me laisse un peu rêveur aussi. Mais la plupart du temps, on vote pour un candidat, un seul. Au Parti socialiste, en tout cas, c'est comme ça. Que ce soit au niveau des USC ou des sections, que ce soit sur le plan fédéral, ou que ce soit sur le plan, quand je dis fédéral, évidemment, c'est ambigu, mais sur le plan au niveau de la nation, c'est la même chose. Ça veut dire alors, ça signifie quoi? Parce que moi, je n'ai pas envie de me déplacer pour aller voter en sachant très bien quel est le résultat. Hein. Bon, oui. C'est clair. Où il n'y a vraiment pas d'enjeu, aucun. Ça veut dire qu'on ne vote plus pour des valeurs, mais pour des trombines, un trombinoscope. Vous savez, Cole, j'y reviens encore. Je me souviens de ses discours au comité fédéral, hein, où il se représentait comme président. Et il râlait parce qu'il n'y avait personne d'autre qui se présentait contre lui. Hein? Et il disait, et j'ai honte à vous dire que ça, je suis vraiment très marié, puisqu'on me critique, eh bien, envoyez-moi des gens qui me critiquent. Hein? Avec lui, on votait toujours. Hein? Bon, mais c'était un pouvoir qui savait s'auto-limiter, André Cols, visiblement. Oui, qui débordait à certains moments. Hein? Hein? Mais c'était l'homme qui, c'était son tempérament qui faisait qu'à certains moments, il exagérait. Hein? Bon, hein? Vous savez, multiples anecdotes. Hein? Vous voyez ce que Gilbert Mottard disait de lui. Hein? Ah, j'en ai marre d'être engueulé, qu'il lui disait. Ouais. Hein? Et c'est vrai, parce qu'il m'a dit la même chose. Mais c'est parce que je t'aime bien que je t'engueule. Ben, aime-moi un peu moins. Moi, je voulais revenir quand même sur les phénomènes contemporains d'une droitisation de l'opinion publique européenne. On a le sentiment que la gauche est en difficulté partout, dans beaucoup de pays. Et je me demandais comment est-ce que des valeurs de solidarité, de justice sociale, comment est-ce qu'elles ne mobilisent plus aujourd'hui? C'est quand même dans un programme électoral, quand vous vantez la force du collectif, c'est assez mobilisateur. Si vous évoquez l'individu et le triomphe de l'individu, c'est plus compliqué pour un certain nombre de gens. Comment expliquez-vous que la solidarité ne soit plus à la mode? À cause d'une série de contre-exemples et de l'évolution de la société de manière générale. Vous me direz, je ne réponds à rien en disant ça. Oui, mais je n'ai pas là aussi la formule qui me permettrait de donner une explication. Il y a une multiplicité de facteurs, me semble-t-il, qui expliquent cela. Et je les ai donnés au début, le fait que dans la classe ouvrière, on trouvait encore cette forme de solidarité. Mais la classe ouvrière, elle se réduit de plus en plus. Hein. C'est ce que j'appréciais personnellement. Hein, lorsque je fréquentais, lorsque je jouais au handball, etc., que je rencontrais avec les ouvriers, il y avait une solidarité extraordinaire, hein, qui n'était pas une forme de corporatisme, hein, que ce soit clair. Hein. On était solidaires. Hein. Tu as des problèmes avec ta voiture, bah, on va s'arranger. Bon, c'était ça, hein, que je retrouve encore, soit dit en passant, là où j'habite, à Grasse-Logne, mais qui de plus en plus aussi s'effrite. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une autre forme de population. Les anciens mineurs, vous savez, il y en a très peu, très peu. J'ai un voisin qui est encore descendu dans la mine, mais il n'y est pas resté longtemps, du reste, il était très jeune. Mais il n'y a plus. Les métallurgistes, il n'y a plus. Bon, un internaute demande si vous pensez ou que vous croyez à une renaissance de l'instinct collectif à un moment donné. D'après ce que vous dites, ça n'en prend pas le tour. Non, pas du tout. À l'heure actuelle, non. Avec la façon dont l'opinion, le public a réagi aux contraintes du Covid, il semblerait que l'individualisme ait continué. Plus que jamais, et ça me heurte profondément. Personnellement, ça me heurte profondément, l'attitude de certains. Je sais bien que j'en parle à l'aise parce que je ne suis pas particulièrement une victime de la Covid, mais
et d'autres sont des victimes, économiquement parlant notamment, hein, ce qui est très grave. Mais je trouve qu'à certains moments, en effet, on devrait penser aux autres. Hein. Vous savez, je suis doublement vacciné, mais je mets toujours un masque. Hein. Bon, et je mets les masques non pour moi, parce que ça m'embête, comme tout le monde du reste, mais pour l'ensemble, pour ceux que je côtoie, hein, bon, que je pourrais contaminer, que je pourrais à la rigueur contaminer. C'est tout. Hein. Mais maintenant, quand je me promène en rue, aujourd'hui encore, je vois toute une série de personnes qui sont, et parfois des gens âgés, hein, qui se promènent sans masque. Hein. Et ça, soit dit en passant, ça me paraît assez grave et ça devrait être sanctionné. Et je ne vois aucun inconvénient à ce que ce soit. Et pour l'avenir, donc, c'est à chacun son parti, à l'extrême. Ouais, puis, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Moi, je ne lis pas dans le bar de café. Moi, je vous en demandais pas tant. Oui. Une impression. Bon, je le souhaite. Il faudrait reconstituer ça avec d'autres pratiques et d'autres organisations. Vous savez, je ne crois pas au progrès humain, moi, de l'homme, au progrès de l'homme. Progrès humain, oui, mais à travers les institutions, à travers les organisations. Voilà. Un internaute demande si, à votre avis, est-ce qu'il y a suffisamment de petits lieux médiatiques pour éduquer les masses au jugement sur la justice entre membres de la société et au jugement politique et à tout ce que cela demande comme information? Non. Non, il n'y en a pas assez. Il y a la télévision, mais est-ce que c'est le bon Il y a la télévision, mais la télévision a aussi... Il est venu un temps où la télévision représentait, même si elle était critiquée à l'époque, le temps héroïque de l'INR, hein, c'était encore une télévision pédagogique, trop à certains moments, mais enfin pédagogique. Maintenant, ce n'est plus le cas, hein, manifestement. Mais je crois que l'enseignement a un rôle à jouer. Vous savez, un de plus, vous diront mes professeurs. Oui, parce qu'on leur met beaucoup sur le dos, je pense. Oui, bien sûr, mais il y a une façon aussi de sensibiliser les élèves ou les étudiants, hein, très rapidement, en leur disant fais ceci, fais ça, bon, et peu ça en plus, qui les amène, en définitive, à se poser des questions. Vous savez très bien que je suis romaniste de formation, mais moi, j'ai beaucoup lu en matière économique et je me suis intéressé de manière générale au droit. Hein, et c'est, je crois, une lacune de l'enseignement que j'ai eu, hein, c'est-à-dire rien sur les mécanismes économiques et rien non plus sur l'institution judiciaire. Et c'est des lacunes énormes, évidemment. Et ça, je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, on ait progressé dans ce sens-là. Peut-être qu'avant, les partis avaient plus d'organisations qui avaient pour but d'éduquer politiquement les gens. Des mouvements de jeunesse. C'est parce que je ne suis pas encore arrivé là. Vous avez parfaitement raison, c'est ce que j'allais dire. L'avenir, c'est quoi? C'est retrouver le rôle historique des partis. Et le rôle historique des partis, c'était justement créer, assurer la formation, également enseigner l'histoire sociale. Enseigner l'histoire sociale, bien entendu. Tandis que maintenant, vous savez, les partis, c'est devenu une sorte de syndicat d'élus, hein, tout simplement. J'ai participé au temps héroïque de l'Institut Emile van der Velde. L'Institut Emile van der Velde, c'était une bibliothèque socialiste, d'un côté, mais c'était aussi 3 ou 4 personnes, toutes bénévoles, dont j'ai été. Bon, il y avait là Philippe Moureau, qui était le président, il y avait François Pirot à l'époque, Georges Bovy, Alain van der Bist aussi. Bon, vous savez que maintenant, l'Institut Emile van der Velde, ce sont des pros, hein, ce sont des chercheurs, hein, il y en a une 60aine comme ça. Hein. C'est sous Spital, parce que ça a pris un certain développement. Mais vous croyez qu'ils sont à la disposition du parti et des militants? Pas du tout. Hein. À la disposition, et en tant que secrétaire politique du groupe de la Chambre, j'en sais quelque chose, à la disposition des parlementaires. Hein, et uniquement à la disposition des parlementaires. Hein. Alors là, de mission d'éducation permanente. C'est ça, c'est une mission qu'ils n'ont plus, manifestement, que les partis n'ont plus. Et il y avait l'Institut, il y avait l'école ouvrière aussi. L'école ouvrière, certains parachevaient leur formation. Non, ça n'existe plus. Bon, ça n'existe plus. Il faudrait retrouver véritablement cela, cette formation et cette éducation du public
aux grands problèmes contemporains, hein, parce que, qui sont tous des problèmes politiques, hein, très clairement parlant. Bon. Il nous reste 10 minutes. Oui. Si vous voulez conclure ou arriver vers vos conclusions. Arrivé à mes conclusions, je voulais terminer par Cohn-Bendit, mais je suis parti dans une autre direction. Mais mes conclusions, c'est tout simplement, nous vivons une époque évidemment difficile. Il est difficile de tirer des enseignements également de la pandémie que nous vivons encore. Mais je crois que les nouvelles technologies, notamment, et ce que nous vivons présentement, me semble-t-il, hein, un intérêt assez considérable. Il y a moyen d'éduquer les gens à travers cette forme de technologie. La semaine dernière, je faisais un exposé, une conférence, cette fois-ci beaucoup plus longue, et j'étais chez moi, devant mon ordinateur. Excusez-moi, il y a des mots qui m'échappent à certains moments. Mon ordinateur, et je parlais, je n'aime pas parler devant un écran, que ce soit clair, mais je voyais aussi 40 ou 50 personnes qui m'écoutaient. Je trouvais ça assez extraordinaire. Et avant, on ne se servait jamais, ou très peu de ces moyens-là. Je trouve que c'est intéressant ce que vous dites sur les nouveaux dispositifs numériques comme diffusion politique finalement. Et c'est vrai que moi, rien que sur les questions environnementales, j'y reviens, mais je me rends compte aujourd'hui que la bataille de l'opinion sur les questions environnementales, elle est gagnée. Il y a 20 ans, vous n'aviez pas une unanimité sur les questions environnementales comme aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que c'est les réseaux sociaux, parce que vous avez des vidéos virales, si vous prenez le continent plastique, on l'a tous vu. Vous le voyez avec des séquences très courtes. Donc, on peut penser que les réseaux sociaux sont aussi un appauvrissement du discours, mais il y a dans cette société effrénée parfois des images extrêmement violentes qui suscitent l'indignation très rapide de manière virale et qui repolitisent les gens. Donc, il y a peut-être, comme vous l'évoquez, via le réseau social, mais c'est une arme à double tranchant, c'est aussi du discours lapidaire et expéditif. Oui, ça me paraît dangereux, c'est épidermique à certains moments. Non, je songe à quoi? Je songe au Conseil régional wallon, où certainement il y a des réunions de commission que l'on peut voir via son ordinateur. Moi, la pratique aussi, hein, en politique. Je vois le comité de la section se réunit, et on se réunit devant l'ordinateur et on peut intervenir. Je sais bien que tout ça est lourd, ce n'est pas nécessairement agréable, ça ne vaut pas le contact direct, le présentiel, comme on dit maintenant. Mais il y a une possibilité. Je peux assister maintenant, moi qui n'en fais plus partie, au conseil communal de ma commune, hein, et entendre ce qui se dit. Et ça, c'est important, plutôt que de me déplacer dans un et c'est vrai pour les vieilles personnes aussi, hein, dans le froid, et des difficultés de se garer, parce que l'hôtel de ville est parfois très loin. Bon, mais non, on reste chez soi, on regarde et on peut se faire une idée des problèmes et de quelle manière ils sont abordés. Je crois que l'avenir est là-bas, et ça va remplacer, évidemment, les réunions que l'on faisait à certains moments pour rien. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, ou très peu, hein, ou très peu de choses. Il y a donc des possibilités énormes, mais encore faut-il qu'on veuille les employer. Mais aussi parce que nous vivons une époque transitoire et que, manifestement, il y a des personnes qui ne sont pas encore habituées à ces nouvelles technologies, qui ne savent pas en profiter. Fracture numérique. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique, mais il y a d'autres fractures, vous savez. Hein, il y a eu le débat précédent, il y a aussi la fracture du lectorat, hein, très clairement. Bon, je vois que le président s'apprête à prendre la parole. Est-ce que nous serions au bout de... J'ai juste une petite rectification. Il reste encore quelques minutes, hein, je prends tout doucement position. D'accord. Je voulais juste faire une rectification. Votre livre est sorti en 2020 et non pas en 2002, comme Nicolas l'a dit, suite à malencontreux lapsus. Donc, c'est un livre tout récent. OK. Voilà. Moi j'avais peut-être une question, je ne sais pas, mais qui me brûle les lèvres, puisque je me suis intéressé un peu à vos travaux, vos écrits. On a toujours envie de poser ces questions qui sont moyennement intéressantes, mais j'ai quand même envie de la poser. André Cols, aujourd'hui, quel aurait été son avis? Vous avez son héritage politique, etc. Comment aurait-il perçu le Parti socialiste aujourd'hui? Écoutez, je vais vous répondre. Et la gauche en général? Je ne veux pas parler pour André Cols. Je ne veux pas parler pour André Cols parce que intellectuellement,
ça ne me paraît pas très honnête. D'accord, la réponse est claire. Faire parler les morts n'a jamais été une bonne idée. Il vous reste encore un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été lues? Il y en a eu quelques. Comme ça. Ah oui, voilà une nouvelle qui Ah. pose une question dont on n'a pas entendu parler depuis un certain temps. Et quid d'un grand retour des piliers à la belge? Le système des piliers politiques qui ont émaillé, qui ont rythmé notre vie il y a quelques dizaines d'années. Je crois que c'est une époque tout à fait dépassée. Mhm. Hélas, un peu temps, hein, d'un certain point de vue, donc complètement dépassé. Les forces centrifuges sont telles que... Est-ce que ce sont des forces centrifuges ou des forces Centripètes. centrées sur l'individualisme? C'est un peu la même chose. C'est Ouais. un peu la même chose. Il y a un rapport dialectique entre les deux. Hein. La perte de l'instinct du collectif. Oui. Bien, c'était toutes Quoi les questions d'autre? que nous avions. Je les ai citées au fur et à mesure où elles ont été abordées spontanément Parfait. à certains moments, même dans les mêmes termes. Donc, je n'ai pas répété la question. Si, j'en vois une qu'on n'a pas abordée. C'est comment articuler les grandes idées théoriques et l'action et la souffrance dans la rue. Donc, les gilets jaunes versus Il nous faut une heure. l'idéologie. C'est répondre à cette question-là, c'est pratiquement impossible. Juste 2 minutes avant la fin. Ou plus exactement, il faudrait écrire un gros essai de 500 pages, et encore pour ne pas arriver à des certitudes. Ah oui. Hein, et si vous avez des certitudes, je vous signe un contrat. Oui, je n'en ai pas, hélas. Je n'en ai pas, hélas. Et puis, je ne voyais pas, je crois que... Qu'est-ce qui disait ça? Que la qualité d'un homme, d'un intellectuel, c'était le nombre d'incertitudes qu'il pouvait supporter. Enfin, peu importe. Non, ce sur quoi je voudrais terminer aussi, c'est que tout parti politique crée automatiquement une forme d'oligarchie. Et ça aussi, c'est l'objet d'une critique continuelle. Je sais bien qu'Ecolo a essayé de lutter contre ça, mais c'est souvent aux dépens de l'efficacité. Et alors ça aussi, c'est en définitive un problème qui est quasi insoluble, hein, et qui ne tient que grâce à la bonne volonté de ceux qui composent le parti. Merci. Monsieur Jamin. Bien, ben écoutez, merci à tous les trois d'avoir. D'abord, merci à Now Future d'avoir accepté de porter un débat dans cette édition un peu spéciale. Merci à tous les trois d'être présents. Merci Maurice pour toutes ces réactions par rapport à ton dernier ouvrage. Moi, j'invite les personnes qui sont en ligne à ne pas négliger le fait qu'il reste d'autres débats, même si tous ces progrès sont intéressants, mais on sait aussi que ça fait parfois mal aux yeux de rester trop longtemps devant un écran. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas vous inquiéter de cette douleur aux yeux et être au maximum présent aux différents débats. On va se retrouver à 17h30 pour le débat qui est porté par le Centre d'action laïque et Attaque, qui s'intitule « Comment reconstruire le monde d'après sur des bases justes et durables », avec notamment Arnaud Zachary et Éric Toussaint comme invité animation, Catherine Ax. Et je rappelle également le fait qu'au-delà des inscriptions aux différents débats, il y a un Facebook Live à partir de 18h30 jusqu'à 20h qui comprend la remise du prix du livre politique, le lancement du coup de cœur territoire de la mémoire et la présentation du futur festival du film politique de Liège. Merci à tous et toutes d'avoir été sur site ou en ligne et on se retrouve à 17h30 pour le débat suivant.